Bonjour, merci de nous rejoindre. Je vous propose aujourd'hui de quitter la métropole le temps d'une émission pour nous intéresser aux entreprises d'outre-mer et à leurs problèmes particuliers. Pour cela, j'ai le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, nos interlocuteurs habituels qui sauront évidemment nous apporter leur éclairage inspiré. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, faut-il le rappeler. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC. Alors, je vous propose, messieurs, de commencer par faire un état des lieux des entreprises outre-mer. Quel type d'entreprise on trouve, notamment en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique? Alors, c'est assez simple. Le premier secteur, c'est l'agriculture, comme on peut l'imaginer. Le deuxième secteur, c'est le tourisme, on peut l'imaginer aussi. Peut-être moins Saint-Pierre-et-Miquelon, mais les dômes sous les tropiques, oui. Et le troisième secteur, c'est le bâtiment. Mais ce n'est pas un secteur économique naturel, c'est un secteur qui a été créé, ou en tout cas qui a prospéré grâce aux différentes lois de défiscalisation et qui a profité à ces économies locales. On peut dire que la Nouvelle-Calédonie a une autre spécificité avec le nickel, comme Saint-Pierre-et-Miquelon avec la pêche, par exemple, et la Guyane avec l'aérospatiale. Ce que j'entends, c'est que ce sont des entreprises qui sont sur des marchés locaux et qui sont donc, a fortiori, extrêmement tributaires de ces marchés et donc fragiles, par essence. Joseph? Alors, c'est relativement divers quand même. Parce que la Guyane et Kourou, ce n'est pas un marché local, c'est un marché international. Non, mais c'est une exception quand même. Mais la plupart des territoires d'outre-mer sont des îles, pas toutes. Je rappelle à un actuel président de la République que la Guyane n'est pas une île. Voilà, cours de géographie de CM2. C'est méchant, ça. Non, c'est pas méchant, c'est exact, hein, mais il ne fallait pas sécher les cours. Alors, ce qu'on a, c'est que dans ces territoires, il y a une économie qui a une difficulté, c'est de vivre avec aussi de l'importation. C'est-à-dire qu'ils ne produisent pas assez pour être autonomes. Et c'est un véritable sujet. Alors, il y a tous les secteurs, qui viennent d'être indiqués par Jean-Eudes, mais pour leur développement et pour leur équilibre, il faut qu'on travaille à leur permettre une autonomie. Par exemple, l'autonomie en matière énergétique. Il devrait y avoir un effort considérable qui devrait être fait suivant les territoires pour développer tout ce qui est l'éolien, le solaire ou la houle. On sait que la houle marine, on a les énergies marines, et on n'a pas de vision globale pour ces territoires avec une action très forte de recherche, d'innovation qui leur permettrait d'avoir une économie plus prospère. Je note tout de même que tous les départements et territoires d'outre-mer, si à la fois il y a des taux de chômage beaucoup plus importants qu'en métropole, s'il y a une pauvreté relativement importante, si je compare à tous les pays à côté, alors ce sont des points de richesse, que ce soit en PIB, en espérance de vie. Et donc à la fois, ils sont plus pauvres qu'en métropole, globalement, avec des riches qui sont parfois plus riches d'ailleurs, une petite minorité plus riche, mais globalement plus pauvres, mais beaucoup plus riches que les territoires avoisinants. Donc il y a vraiment des spécificités. On va essayer de voir d'où vient ce delta entre la pauvreté des Pour compléter ce que vient de dire Joseph, ouais, on peut aussi comparer avec la métropole les taux de croissance, c'est-à-dire l'évolution du PIB. Et qu'on soit en période faste ou en période de crise, les taux de croissance dans les dom-toms sont toujours un peu supérieurs aux taux de croissance que nous avons en France. Et Joseph citait des potentiels, des richesses potentielles pour ces départements, relevait la nécessité de les rendre même autosuffisants en énergie. Et c'est vrai qu'on a tendance à présenter ces territoires comme des territoires soutenus par la métropole. Pourtant, ils font de la France la deuxième puissance maritime du monde, après les États-Unis. Et cette richesse, ce territoire... pour la France. Être une puissance maritime, ça veut dire avoir des mers, enfin des surfaces de mer... Une couverture territoriale... voilà, des eaux territoriales françaises. Et ça, on ne le valorise que très peu. Alors on le valorise un tout petit peu avec le tourisme, un petit peu avec la pêche, et à Saint-Pierre-et-Miquelon en particulier, mais... quand on regarde la puissance, enfin le potentiel que représente la mer comme richesse, et notamment pour les énergies, on peut se demander si ce n'est pas plutôt ces territoires
qui sont la richesse potentielle de la France demain. Moi, je vous entends tous les deux. Vous parlez beaucoup de on et vous parlez beaucoup de problèmes d'énergie. Vous parlez de problèmes, j'allais dire, d'infrastructure. Donc là, le on que vous désignez tous les deux, c'est quoi? C'est l'État, forcément. Les infrastructures, l'énergie. Mais c'est l'État, et puis c'est les entrepreneurs locaux, c'est les représentants de l'économie locale aussi. À ce jour, parce que moi j'ai un autre chiffre, Jean-Eudes, le nombre d'entreprises défaillantes est en baisse depuis le début d'année sur l'ensemble des territoires français, sauf en Outre-mer, où il augmente de 10%. Ça veut dire que les entreprises d'Outre-mer, TPE, PME, sont plus fragiles que celles de métropole. Où est l'État? Que fait l'État? Alors, c'est pas forcément l'État, le problème là. Beaucoup de défaillances sont dues à des délais de paiement qui sont énormément longs. Et les collectivités locales, dans les DOM, montrent le mauvais exemple. Donc comme président de l'État, quand même. C'est les territoires. Je suis président de la Caisse nationale des URSSAF et on constate une défaillance de paiement, enfin des délais de paiement de leurs cotisations, y compris de la part salariale, et là ça relève du pénal, de la part de collectivités locales ou territoriales d'outre-mer, que ce soit des hôpitaux, des mairies. C'est tout simplement inimaginable en métropole. Et alors, effectivement, les préfets, régulièrement, envoient des courriers un peu comminatoires en disant au moins payer la part salariale. Mais c'est à l'image de pratiques qui se font, alors j'ai envie de dire en ricochet. Et la petite entreprise qui se fait payer par une collectivité ou une autre entreprise avec des délais de 90-120 jours, elle ne peut pas tenir, sauf elle-même à répercuter les mêmes délais pour payer ses fournisseurs, etc. Et il y a un cercle assez vicieux dont il faudrait sortir sur cette question des délais de paiement. Alors, ça, c'est un sujet, mais moi j'aimerais qu'on revienne sur les particularités propres des territoires outre-mer. Il y a quelques semaines, en Guyane, il y a eu des émeutes, il y a eu des soulèvements, des manifestations, ça a été très loin. Et un des problèmes à l'origine de ces soulèvements, c'était les problèmes d'infrastructure. Ce n'est pas le seul. C'est un des problèmes. Mais il y a un gros problème d'immigration illégale sur tous ces territoires, notamment en Guyane. En Guyane, les hôpitaux sont débordés par l'immigration illégale, ce qui fait que ça craque de partout. Mayotte aussi. Oui, alors je prends l'exemple de la Guyane parce qu'il y a eu des manifestations, Mayotte évidemment, et d'autres territoires. Mais là, on reste quand même sur le secteur des entreprises. Le cœur du problème, c'est qu'on ne voit pas une vision stratégique de l'État cohérente et à long terme. Et pourtant, comme l'a dit Jean-Eudes, 11 millions de kilomètres carrés la France avec notre puissance maritime. Nous sommes le seul pays au monde à être présent sur tous les continents et dans toutes les mers. C'est un atout considérable, surtout pour l'avenir. Et on ne voit pas de stratégie de développement sur le long terme et pérenne. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'État est défaillant dans ces domaines ? Il n'y a pas de volonté politique et de vision politique cohérente de développement d'une France. Et pourtant, on a là des possibilités qui seraient à la fois des emplois locaux et nationaux. Si on prend l'exemple du pavillon français sur les bateaux, il est en déshérence en gros. On a eu un abandon, il y a eu une concurrence déloyale au niveau international et nous ne réagissons quasiment pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des équipages minoritaires parce que le droit social français, on nous dit, il n'est pas concurrentiel. Regardons, bâtissons dans l'espace européen quelque chose qui permette d'avoir des équipages qui soient correctement traités, avec des règles de sécurité qui soient respectées, avec des règles anti-pollution qui soient respectées. Nous, on les respecte. On n'a pas visiblement une volonté forte de dire, maintenant, ça suffit. Quand on est dans les eaux territoriales françaises, 11 millions de kilomètres carrés, on doit respecter un certain nombre de normes. C'est ce que font très bien les Américains. Pourquoi ce que font les Américains, on n'est pas capable de le faire? C'est juste un problème de volonté politique et de vision qui nous permettrait un redéploiement et un avenir pour tout le monde, y compris pour les territoires, les départements d'outre-mer. Et alors, sur les entreprises, revenons quand même sur les difficultés propres aux entreprises qui font partie de ce que vous dites là. Cet isolement territorial, il a un coût, non seulement, j'imagine, en termes de transport, par exemple, il a aussi un coût parce qu'il est difficile de trouver des personnels qualifiés sur le territoire local. Comment est-ce qu'on fait quand on est un entrepreneur à La Réunion, par exemple, et qu'on veut quelqu'un d'assez pointu dans un domaine précis? Alors d'abord, il faut souligner les efforts qui ont été faits
pour développer l'enseignement supérieur dans les dom-toms. La progression du nombre d'étudiants a été considérable en 30 ans ou 40 ans. Je crois que ça a été multiplié par 8 ou 9, quelque chose comme ça. Alors, ça prend du temps de former des jeunes qualifiés, mais on peut considérer aussi qu'il y a un chômage important, un taux de chômage qui est le double du taux de chômage que nous avons en France. Donc, il n'y a pas d'adéquation. En métropole. Attention. C'est l'outre-mer, c'est la France. Oui, bien sûr, oui. Merci, Joseph. Pourtant, je fais très attention souvent à ça, mais ce taux de chômage de 20% est à rapporter justement à la difficulté de recruter une main-d'œuvre de qualité. C'est quoi? C'est un manque d'adéquation, ça, encore? Oui, et puis c'est peut-être une politique de formation demandes adaptée à ces territoires, mais je crois que l'État se contente de la continuité territoriale, qui est un principe, c'était développé en France avec la Corse dans les années 70 et étendu au dom-tom. Et il me semble qu'en métropole, on se dit, puisqu'on assure la continuité territoriale, plus ou moins, on est quitte. Je pense que ce n'est pas non plus toujours un service à rendre à ces départements, puisqu'on les installe dans un système et on les prive parfois de prendre leurs responsabilités pour développer leur économie. Et également, cette continuité territoriale n'est probablement pas suffisante, c'est-à-dire une politique ne peut pas être basée seulement sur la continuité territoriale. L'État est responsable de ce qui se passe là-bas, de tous ces manques? En grande partie, les responsabilités sont comme toujours partagées, mais en grande partie, ce manque de vision. Par exemple, le développement de l'aquaculture, il est insignifiant, alors qu'on devrait aller, parce qu'évidemment, sur un territoire donné, former des gens, s'il n'y a pas les emplois ou s'il n'y a pas les possibilités de les avoir, ça n'a pas de sens. Donc regardons par territoire et par département, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, ce n'est pas la Réunion, ce qu'il faut développer, les besoins, et on en a, mais ce n'est pas fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence. Je vais vous donner juste un chiffre. Rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Les fonctionnaires du ministère de l'Outre-mer, il n'y en avait que 2,5% qui travaillaient sur les dossiers maritimes. Ma question, que faisaient les autres? Bonne question. Moi, je propose de nommer Joseph Soutenel et Jean-Eudes Tesson comme ministre de l'Outre-mer, parce que vous avez plein d'idées, messieurs, et qu'on voit que... répartir les prérogatives. Oui, on fera attention à ça, et on voit que l'État, en ce domaine, manque clairement de vision. Merci à tous et à la semaine prochaine.